bien, les bactéries, ce sont de petits micro-organismes, microscopiques, tout petits, invisibles à l'œil nu. La plupart du temps, ils sont bénéfiques à notre santé. Ils nous aident à digérer, à produire des vitamines, à booster notre système immunitaire. Alors, comme ce petit chaton, ils sont plutôt bénéfiques à notre bien-être au quotidien. En revanche, certaines d'entre elles ressemblent plutôt, si j'arrive, à ce gros tigre. On a tout de suite beaucoup moins envie de lui faire un câlin. En effet, certaines d'entre elles sont de véritables terreurs. Elles causent des infections très difficiles à traiter, parfois même mortelles. Et parmi elles, on retrouve une bactérie que l'on appelle Pseudomonas aeruginosa. Attendez, elle arrive, ok. Celle-là, elle est responsable de nombreuses infections. Elle adore coloniser différents espaces. Pas besoin de retenir son nom, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle, c'est une terreur et elle adore aller un peu partout, surtout dans les endroits humides. Elle adore par exemple se cacher dans les spas mal entretenus, dans les tuyauteries des hôpitaux et encore, ou c'est surtout en fait, dans les poumons des personnes atteintes de fibrose kystique. Et une fois qu'elle y est installée, difficile de la déloger. Effectivement, une fois installée, c'est un véritable tyran, imprévisible, difficile à éliminer, toujours prête à compliquer la vie des patients. Bref, celle-ci, on est très loin du petit chaton. Mais alors, comment cette bactérie se défend contre les antibiotiques ? Eh bien, elle possède 4 défenses redoutables pour se défendre. La première, c'est pompe à effluves, de véritables canons qui expulsent les antibiotiques hors de la bactérie. La deuxième, son biofilm, tel un bouclier protecteur, une matrice gluante dans laquelle les antibiotiques restent piégés, très problématique chez les personnes atteintes de fibrose kystique, justement. La troisième, des enzymes destructrices, un peu comme des ciseaux qui découpent les antibiotiques avant qu'ils ne puissent atteindre leur cible. Enfin, la bactérie peut même changer ses cibles internes. C'est comme si on changeait la serrure à chaque fois qu'on trouvait la bonne clé. Vous comprendrez donc que face à toutes ces défenses, difficile de faire tomber cette bactérie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, ma stratégie, ça va être d'aller identifier les défenses de la bactérie, et une fois repérées, les cibler dans le but de faire tomber cette forteresse bactérienne. Ok. Pour faire ça, au laboratoire, on étudie ce qu'on appelle des bibliothèques de mutants. Pas des bibliothèques magiques, une vraie bibliothèque génétique. Imaginez une bibliothèque qui contient environ 6000 livres. Chaque livre correspond à une instruction de la bactérie. Eh bien ça, ce sont ses gènes. Et les scientifiques se sont amusés, et oui, je dis bien amusés parce qu'ils sont un peu fous, à créer une bibliothèque de 6000 mutants. Oh. Je ne sais pas où il faut viser. Ok. Les mutants, ça correspond à quoi ? Eh bien, chaque bactérie va être retirée de un gène. Je m'explique. La bactérie numéro 1, on aura soustrait le gène numéro 1, bactérie numéro 2, on aura soustrait le gène numéro 2, et ainsi de suite, jusqu'à 6000. Ce que je fais ensuite avec cette bibliothèque, c'est que je l'expose à un antibiotique. Si je vois qu'un mutant meurt, cela signifie que la défense, ici en rouge, est essentielle à la survie de la bactérie face à l'antibiotique. C'est donc une défense clé qu'on souhaite transformer en faille. Ici, pas besoin de baguette magique pour faire tout ça, juste beaucoup de science et une bonne dose de caféine. Et j'en ai trouvé une défense clé. Comment on le sait ? Parce que la bactérie sans cette défense ne survit plus lorsqu'on lui ajoute l'antibiotique. Et ce n'est pas la seule. Notre stratégie nous a permis d'identifier plusieurs défenses qui, si elles sont ciblées, deviennent autant de failles dans cette fameuse forteresse.
En fait, on en a trouvé plein. Pourquoi? Parce qu'on a testé plus de 20 antibiotiques. On a trouvé les pompes à efflux, les fameux canons, les enzymes destructrices, les ciseaux qui découpaient les antibiotiques, mais aussi et surtout des défenses encore inexplorées qui pourraient devenir de nouvelles cibles. Oh, ok. On va rester comme ça, c'est pas grave. Ok, petite pause ici. On a identifié les défenses de la bactérie. Mais identifier les défenses, ce n'est pas encore percer la forteresse. Alors il manque quelques étapes. Après avoir identifié les défenses, ce qu'on va faire, c'est chercher des molécules qui ciblent spécifiquement les défenses qu'on a identifiées. Ça, dans quel but? Dans le but de pouvoir associer molécules et antibiotiques pour redonner l'efficacité à l'antibiotique et faire tomber cette fameuse forteresse bactérienne. Alors c'est ce qu'on fait. On cherche parmi plusieurs molécules laquelle ou lesquelles pourraient venir cibler la défense qu'on a identifiée. On trouve une molécule qui cible cette défense, puis on l'associe à l'antibiotique. La molécule cible la défense, l'antibiotique peut donc à nouveau agir, on a restauré son efficacité, la bactérie meurt, le tyran s'effondre. Finalement, la morale de l'histoire ici, c'est que même les forces les plus sombres avaient bien un point faible, il suffisait juste de chercher un petit peu plus. Merci. Merci, Océane. Est-ce qu'il y avait des questions pour Océane dans la salle? Allô, oui. Salut Océane, j'ai une petite question pour toi. Je voulais savoir, dans le cadre de la fibrose kystique, est-ce que chaque bactérie a un gène différent qui peut être modifié par rapport au patient? Là, c'est vraiment, on a vraiment une bibliothèque avec tous les gènes de la bactérie au complet. Donc là, c'est vraiment pas par rapport au patient, on regarde tous ces gènes, puis le but, c'est de trouver même des choses qui n'ont pas encore été vues. Donc c'est pour ça qu'on prend vraiment toute la bibliothèque pour voir si on ne trouverait pas des défenses qui n'ont jamais été encore observées face à différents antibiotiques. Mais oui, comment on choisit les antibiotiques? Dans mon cas, je prends d'abord des antibiotiques qui sont utilisés chez les personnes qui ont la fibrose kystique. Merci. Une autre question? Allô, Océane. Merci pour la présentation. Je voulais savoir concrètement, quand tu dis on teste un antibiotique sur les bactéries, ben, ça ressemble à quoi ce test-là? Peux-tu nous le décrire, en fait? Oui. Ce qu'on fait pour savoir justement si une défense est essentielle, c'est qu'on va regarder en présence de l'antibiotique la croissance, si on veut, de tous les mutants, donc les fameuses bactéries auxquelles on a retiré un gène. Puis, en gros, si ça ne pousse pas, ça veut dire que la défense était essentielle, parce que sans cette défense, la bactérie n'arrive plus à pousser face à l'antibiotique. OK, vous regardez comme la croissance de On bactéries regarde la dans des croissance. petits flacons. Comment ça s'appelle, donc, les trucs ronds là, avec du gel dessus, c'est ça? Oui, exact. OK, c'est ça. OK. Mais merci. Est-ce qu'il y avait... On aurait le temps pour une petite dernière question. Ça va? Bon, ben on peut l'applaudir. Donc, j'accueillerai maintenant notre deuxième présentatrice, Sophie Lachance, étudiante à la maîtrise en communication, qui vient nous parler du choix déchirant qu'on doit faire quand on doit choisir entre quelle ville voter quand on est une personne étudiante. Salut tout le monde! Merci d'être présente ce soir. Je viens vous présenter une petite partie de mon mémoire qui est en communication et qui s'intéresse à la participation des étudiants et étudiantes, mais comme on l'a dit, plus spécifiquement au vote. Avant de poursuivre, je fais appel à vous pour vous faire participer. J'aimerais savoir ici qui a étudié ou étudie présentement à l'Université de Sherbrooke ou dans la ville de Sherbrooke. Parfait, gardez vos mains levées. Mais baissez votre main si vous venez de Sherbrooke. Donc, en ce moment, les personnes qui ont la main levée, c'est probablement quelque chose que je vais vous présenter aujourd'hui que vous avez déjà vécu. En fait,
Ma recherche part de la prémisse qu'il y a plusieurs étudiants et étudiantes qui doivent choisir dans quelle municipalité voter parce qu'ils déménagent pour leurs études. Ouais, mon petit bonhomme, il bouge. Ça fait en sorte qu'ils ont une attache à la fois à leur municipalité d'origine et à, dans ce cas-ci, la ville de Sherbrooke. Mon mémoire s'intéresse plus spécifiquement au palier municipal. En fait. Une fois que ces personnes-là sont dans cette situation et donc doivent choisir dans quelle municipalité voter, ils vont prendre en sorte 3 grandes catégories de facteurs, soit l'information, le fait de changer d'adresse et l'impact de leur vote. Donc, pour vous présenter ça, je vous parle du cas de Jean Pompon, JP pour les intimes. En fait, on va voir comment ces facteurs s'appliquent dans son cas. Donc, Jean Pompon, lui, est originaire de la municipalité de Saint-Village. Puis, il est déménagé à Sherbrooke pour venir étudier en génie électrique, là, si vous voulez tout savoir. Puis, en fait, Jean Pompon, il a un intérêt moyen pour la politique, 42 %, mais il a quand même un bon intellect, là, 88 %. Donc, Jean Pompon, comment il fait pour choisir dans quelle municipalité voter entre Saint-Village et Sherbrooke? Eh bien, il prend en compte les 3 facteurs dont je vous ai parlé, soit l'information, le changement d'adresse et l'impact de son vote. En fait, il faut savoir que si vous étiez à la place de Jean Pompon, vous ne feriez peut-être pas le même choix que lui, parce que chaque personne va vivre différemment ses différents contextes sur sa réalité. Donc, l'information. Jean Pompon va comparer la réalité entre Saint-Village et Sherbrooke. Donc, à Saint-Village, il jase de l'actualité avec sa maman. Sa maman lui parle des enjeux, de l'actualité, donc ça fait qu'il est mieux informé. Même chose, il est abonné à la page Facebook Spotted Saint-Village. Et oui, sur cette page-là, il y a différentes personnes qui parlent des enjeux là, de la municipalité, donc ça fait en sorte qu'il est quand même bien informé. Mais qu'est-ce qui arrive à Sherbrooke, en fait, c'est que Jean Pompon, il n'a pas vraiment développé de nouvelles façons de s'informer quand il a changé de ville. Donc, ça fait en sorte qu'il n'est pas vraiment informé sur les enjeux sherbrookois. Si on s'en tient uniquement aux facteurs de l'information, ça fait en sorte que Jean Pompon, selon mes résultats, aurait tendance à voter, en fait, à Saint-Village, où il se sent mieux informé. Pour le changement d'adresse, je vous explique, c'est pas tout le monde qui change son adresse principale sur la liste électorale quand il déménage pour leurs études, ce qui est le cas de Jean Pompon, bien sûr. Donc, Jean Pompon, s'il veut voter dans sa municipalité d'origine, il va devoir se déplacer. Donc, on le voit juste ici, là, dans sa voiture, avec les paysages saint-villageois, bien sûr, vous reconnaîtrez sûrement. En fait, c'est ça, pour voter, il va falloir qu'il se déplace. Mais, si Jean Pompon, JP, veut voter à Sherbrooke, il doit suivre le processus du changement d'adresse. Ce qui implique quand même certaines démarches administratives qui n'est pas trop informé, ça a l'air compliqué, ça va demander un peu plus d'effort de voter à Sherbrooke. Donc, si on se fie seulement à ce facteur-là, ça fera en sorte que Jean Pompon aurait tendance à voter à Saint-Village. Dernier facteur, et non le moindre, c'est l'impact du vote. Donc, l'influence du petit vote à Jean Pompon sur le résultat électoral. Il va prendre ça en compte quand il va choisir où voter. Donc, on va prendre le cas de Saint-Village, mais vous reconnaîtrez sûrement, c'est Diane. Oui, Diane. Elle est mairesse de Saint-Village déjà depuis 40 ans, là, donc bien installée. Et Diane, elle a 92 % de chances d'être élue, en fait. Donc, c'est presque sûr qu'elle gagne. Ce qui fait que Jean Pompon, son petit vote à lui, n'aurait pas vraiment d'influence sur le résultat. Vous savez sans doute qu'au municipal, on a 2 votes. On vote pour la mairie, mais on vote aussi pour un conseiller ou une conseillère. À Saint-Village, Jean Pompon, en fait, il n'y a même pas ce 2e vote-là. Pas vraiment d'influence. En fait, pourquoi? C'est qu'à Saint-Village, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont présentés. Puis au poste de conseiller-conseillère, mais il y avait juste une personne, ce qui a fait en sorte que cette personne-là a été élue automatiquement. Donc, l'influence de Jean Pompon est, dans ce cas, nulle. Donc, à Saint-Village, on se rend compte qu'il y a peu d'impact de son vote. À Sherbrooke, c'est différent. On a Michael, qui a 37 % de chances de gagner à la mairie de Sherbrooke, mais on a aussi Michel, qui a 41 % de chances d'être élu. Donc là, la course, beaucoup plus serrée, ce qui fait en sorte que le petit vote à Jean Pompon, beaucoup plus d'impact. Même chose, côté du conseiller municipal, la course est similaire. Ça fait en sorte que l'influence de Jean Pompon est plus élevée à Sherbrooke, ce qui l'inciterait, si on se prend seulement ce facteur-là, à voter dans sa ville d'études. Donc, qu'est-ce que Jean Pompon doit faire avant de décider où voter? Il prend en compte tous ces éléments-là.
on résume, il y a plus de chances de voter à Saint-Village parce qu'il jase de politique avec sa mère puis qu'il suit Spotted. Pour ce qui est du changement d'adresse, ben, son adresse est encore à Saint-Village. Ça a l'air compliqué de changer d'adresse, mais bon, s'il était motivé, là, il ferait les démarches puis il se lancerait, mais ça prend un peu plus d'effort. Ensuite, pour l'impact de son vote, ben, là ici, ça a le plus d'influence, son vote à Sherbrooke. Donc, qu'est-ce que Jean Pompon fait pour choisir dans quelle municipalité voter? Il prend en compte les 3 facteurs, et oui, vous l'aurez deviné. Mais qu'est-ce qu'il fait finalement, Jean Pompon? Où est-ce qu'il décide de voter? Bien, je vais vous demander de voter, en fait, pour se déterminer où est-ce qu'il va voter, pour voir, vous, qu'est-ce que vous auriez fait. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit au début, chaque personne dans cette situation-là ne prendrait pas la même décision. Donc, levez la main si, à la place de Jean Pompon, vous voteriez à Saint-Village. Parfait, baissez la main. Levez la main si, à la place de Jean Pompon, vous voteriez à Sherbrooke. Oh, on voit qu'on a un peu plus de voteurs à Sherbrooke. On semble mitigé. Bien, c'est probablement que pour ces personnes-là, l'influence de votre vote est plus importante pour vous. Donc, qu'est-ce que Jean Pompon fait? Qu'est-ce qu'il choisit? En fait, Jean Pompon ne va pas voter. Comme 4 jeunes sur 5 aux élections municipales à Montréal en 2021. Mais vous l'avez vu, c'est compliqué de faire ce choix-là. Jean Pompon, il était en mi-session, il était dépassé, il n'avait pas le temps de retourner à Saint-Village, il était fatigué, il n'était pas tant intéressé non plus par la politique, il n'a juste pas voté. Mais ça pose problème parce qu'en ce moment, il y a beaucoup moins de jeunes qui votent au municipal qu'aux autres paliers provinciaux et fédéral, provincial et fédéral. Et il faut quand même prendre le temps de s'y intéresser. Donc, la morale de l'histoire, c'est que c'est important de s'intéresser aux facteurs qui influencent le vote des jeunes, en sachant que, par exemple, le changement d'adresse et l'information sur le changement d'adresse peut freiner la participation. Bien, on peut aller jouer sur ce facteur-là en favorisant l'information à ce sujet-là et faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes qui votent. Merci. Merci, Sophie. Est-ce qu'il y avait des questions pour Sophie? Oui, vas-y. Oui. Merci, Sophie. Quel punch! Wow! Merci. Ma question, c'est la raison pour laquelle les jeunes ne votent pas au municipal, c'est-tu parce que c'est compliqué? Il faut changer d'adresse, etc. Ou c'est juste parce qu'ils sont désintéressés du municipal? Parce que, mettons, moi, mon exemple, je viens de Rimouski, j'habite ici à Sherbrooke depuis 6 ans, j'ai changé mon adresse, puis je vote au provincial, fait que j'ai voté pour la députée ici. Et, mettons, au municipal, j'ai pas voté parce que, bon, coupable, je m'embatte un peu. Fait que, c'est-tu ça pour tout le monde ou c'est comme plus que c'est compliqué? En fait, c'est une bonne question parce que l'intérêt envers la politique, c'est un élément qui influence vraiment le fait que les gens vont voter ou non. Dans le cadre de ma recherche, j'ai passé en entretien 14 personnes. Fait que, je ne peux pas faire de généralisation du tout sur qu'est-ce qui cause la participation des jeunes. Mon point ici, c'était plus de dire qu'est-ce qu'ils prennent en compte et c'est quoi les décisions qui peuvent en découler. Mais tu mets le doigt sur le bobo, ça peut être ça peut les amener à se désintéresser. Dans le cas de mes entretiens, en fait, les gens n'étaient pas particulièrement désintéressés, mais ça reste 14 personnes, puis ça amène la réflexion à ce que de prochaines recherches s'y intéressent, mais oui, c'est quand même un élément qui entre en compte. Là. Super, merci. Hello. Il y a un autre élément que je me demande si tu n'as pas pensé à aller creuser, en fait, c'est que peut-être qu'il y a certaines personnes qui veulent retourner, mettons, à Saint-Village, vivre leur vie, versus certaines personnes qui se disent « Non, moi, j'aimerais mieux m'établir dans ma ville d'études. » Qu'est-ce que ça a sorti, en fait, par rapport à ça? Mais c'est super intéressant que tu poses la question parce que, comme je l'ai dit, c'est juste un petit bout de mon mémoire, puis qu'il y a comme la moitié de mon mémoire qui répond à ta question. En fait, le fait de voir son futur dans une ville, ça peut faire en sorte qu'on s'y identifie plus, puis qu'on veuille rester, puis qu'on veuille y participer. Mais ça peut faire en sorte aussi que si tu ne vois pas ton futur dans cette ville-là, par exemple, tu ne vas pas te sentir légitime à y participer. Tu sais, mettons, si Jean Pompon se dit, ben à la fin de mon bac, moi, je m'en vais travailler à Montréal, tu sais, je suis-tu légitime, moi, de participer à Sherbrooke si je repars après? Est-ce que je suis légitime de voter? Puis ça va dépendre de personne en personne, mais c'est un élément qui entre en compte et qui peut freiner aussi la participation. On aurait le temps pour une dernière question. Oui. J'allais le faire.
Oui, donc la question, c'était de savoir si le fait qu'il y ait plus de candidatures jeunes en politique, ça peut faire en sorte que les gens veuillent plus voter. Tu avais 2 questions, ça résume-tu? OK, super. C'est pas quelque chose qui est ressorti dans mes entretiens. Comme je le répète, c'est 14 personnes. Mais fait que c'est sûr, peut-être que ça pourrait, mais c'est pas quelque chose que j'ai relevé en faisant mon analyse de la littérature, fait que des recherches précédentes. Mais ça peut être super intéressant d'y penser. On pense à Diane, là, que ça fait 40 ans qu'elle est là, puis que c'est pas une candidature jeune et ça peut influencer. Fait que c'est pas quelque chose qui est ressorti dans mes résultats, non. Parfait, bien merci. Donc, on va accueillir notre 3e présentatrice et dernière avant une petite pause. Donc, lâchez pas, la bière arrive bientôt. Donc, j'accueillerai Colline Gauge, étudiante au doctorat en génie informatique, qui vient nous parler ce soir d'intelligence artificielle et de cancer du sein. Bonsoir à tous. Je vais vous parler de mon projet. C'est l'intelligence artificielle pour détecter le cancer du sein. Donc, avant tout, des petits chiffres. D'après la Société canadienne du cancer, en 2025, 87 femmes chaque jour, en moyenne, sont détectées du cancer du sein au Canada. 15 femmes sont décédées chaque jour, en moyenne, du cancer du sein au Canada. Et le dernier, c'est pas une blague, c'est vrai. C'est le petit... Ah 250 hommes, c'est ça. 290 hommes ont reçu un diagnostic de cancer du sein au Canada et 55 en sont décédés. Donc, c'est le sein, c'est la partie qu'il y a au niveau des pectoraux. Voilà. Désolée si j'ai mis une mauvaise ambiance. Tout ça, ça entraîne, vous vous doutez bien, une surcharge dans les hôpitaux. Beaucoup de monde qui doit se faire détecter, des délais d'attente longs, des gens qui sont traités trop tard. Voilà, c'est dangereux, c'est pas souhaitable pour personne, puisqu'il y a même des hommes qui doivent venir. La mammographie, c'est le moyen de détecter le cancer du sein le plus couramment. C'est des rayons X qui sont utilisés à l'hôpital. C'est une manière de compresser le sein entre 2 plaques. Donc c'est douloureux pour la plupart des femmes qui font cette opération. C'est également peu sensible à certains types de seins. Donc par exemple des seins denses, on va moins voir la tumeur dedans. Et également, comme je vous l'ai dit, il y a des rayons X, donc ça va être nocif pour le corps humain. C'est pour ça qu'à l'université de Sherbrooke, on développe à la faculté de génie une nouvelle technologie pour détecter le cancer du sein qui vient éviter tout cela. Par exemple, on utilise une caméra qui n'a pas de radiation, donc la même que vous aurez sur vos téléphones, par exemple, pour prendre des photos. Un soutien-gorge, et tout ça pour détecter le cancer du sein et avoir un diagnostic médical comme on l'aurait à l'hôpital avec la mammographie. Si à ça j'ajoute l'intelligence artificielle, j'ajoute de la vitesse et de l'accessibilité au plus grand nombre. Je vous explique comment ça fonctionne. On a des caméras qui prennent des images. On demande à la femme de porter une brassière et de se placer devant ces caméras-là, et puis de lever les bras, d'agiter les bras en l'air pour que ça crée un mouvement de son buste et finalement une déformation de sa poitrine et de ses seins. Donc ça peut être un peu déstabilisant, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Le petit détail, c'est que la brassière, elle est constituée d'un motif particulier. C'est des petits points qui sont dessinés à la peinture. Et comme les caméras, on prend plusieurs images du sein qui bouge, on va être capable de suivre dans la vidéo de ces successives images les pointillés du sein dans le mouvement. Et ça va nous permettre de détecter potentiellement une tumeur. Je vous explique. Si ça va bien. Donc, je vous ai dit qu'on a une vidéo. Dans un premier temps, au début, on va essayer de suivre les points qui se situent dans le petit cercle. Puis, 2 secondes plus tard, avec le mouvement que la femme elle a fait avec ses bras, le sein qui est constitué de gras se sera déformé et donc, au bout de 2 secondes, peut-être que les points se seront retrouvés un peu plus bas dans l'image suivante.
Et donc, dans cet exemple, on aurait un sein qui serait sain. Dans un autre exemple, on aurait peut-être un petit caillou qui serait au milieu de cet amas de graisse qui est le sein. Et donc, en fait, ce serait ce petit caillou une tumeur parce que c'est plus rigide. Et on aurait, par exemple, moins de déplacement à cause de ce petit caillou qui empêcherait la graisse de se déplacer lors de la déformation du sein. Et donc, dans ces cas-là, parce que les pointillés se sont déplacés moins bas que dans l'autre cas, on aurait potentiellement une tumeur à l'intérieur du sein. Donc tout ça, ça fonctionne très bien pour l'instant. C'est juste qu'il y a un petit inconvénient, c'est que je vous ai dit, les caméras, elles sont là, mais elles ne voient pas ce qu'il y a derrière. Donc en fait, quand je veux dire ce qu'il y a derrière, c'est que votre sein, il est aussi constitué de la partie qu'il y a au niveau de la cage thoracique. Donc de profil, c'est ce que j'ai dessiné là, c'est juste l'avant du sein, ce qui est visible par les caméras. Qu'est-ce qui se passe si vous avez un cancer qui est proche de cette cage thoracique de votre buste ? Eh bien, en fait, on va se demander comment détecter ça. C'est également très important pour nos calculs de savoir où se termine ce sein-là, parce que c'est à l'initiative du mouvement de déformation du sein. Donc, vous voyez, quand votre buste il bouge, c'est ce mouvement de buste qui vient initier la déformation de votre sein, si vous en avez un. Et donc, voilà. Quelle est la solution pour l'instant qu'on a trouvé? C'est qu'en fait, on a un logiciel qui s'appelle SolidWorks, pour ceux qui savent. On va venir dessiner à la main la partie manquante du sein, de là où on pense qu'elle est la mieux. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, c'est permanent parce qu'on ne veut pas garder cette solution. En fait, elle n'est pas super parce que, par exemple, j'ai le petit utilisateur en rouge qui va venir dessiner le buste. Moi, je pense que pour ce sein-là, il va être là. C'est là que j'aurais mis la cage thoracique. Mais pour le monsieur en vert, moi, je l'aurais plutôt mis là. Donc, ça fait qu'on a deux résultats différents. Pour détecter le cancer du sein, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Aussi, ça va prendre du temps, parce qu'il faut le dessiner, il faut réfléchir. Et puis, il faut que tous ces gens-là ils soient formés à utiliser l'ordinateur et ce logiciel, normalement, qui est un peu complexe d'utilisation. Donc, je veux vous rappeler pourquoi cette position elle est si importante. Comme je vous ai dit, ça vient initier le mouvement du torse. Le mouvement, ensuite, de déformation du sein. Donc, si, par exemple, j'ai une référence qui est ma boussole et que je veux me rendre en Espagne depuis le Québec avec mon petit bateau, je vais me fier à ma boussole, naviguer avec mon bateau et me rendre en Espagne. Qu'est-ce qui se passe si ma boussole elle est mal ajustée au départ? Alors je vais faire tout ce qu'il faut, je vais bien naviguer, mais je vais arriver à destination et je vais arriver au Sénégal. Pourtant j'aurai tout bien fait. Le résultat ne sera pas celui que j'aurais voulu, même si j'ai fait les bons calculs. C'est un peu ce que j'essaie de vous dire avec cette surface arrière, ce torse du sein. S'il est bien positionné, si ma référence est bien positionnée, alors j'aurai un bon diagnostic médical. Si cette surface n'est pas bonne, alors j'aurai potentiellement des mauvais calculs et donc peut-être un diagnostic médical erroné, et ce n'est pas ce que je souhaite à personne. Donc c'est là qu'intervient mon projet de recherche, l'intelligence artificielle, et on va venir développer un outil informatique qui automatiquement va venir créer cette surface arrière du sein et rapidement. L'idée avec l'intelligence artificielle, c'est de donner plusieurs formes de sein à un code pour qu'il vienne détecter la surface arrière. Donc plusieurs morphologies, le but étant de représenter une population au meilleur. Et donc par là, je veux dire qu'on va venir comme quelqu'un qui viendrait s'entraîner sur des exercices, s'entraîner, et en fait, après, je suis capable de entraîner mon cerveau et d'avoir le cerveau qui est disponible pour aller à mon examen et pratiquer sur des nouveaux cas de figure que je n'aurais pas vus. Par exemple, vous entraînez à des exercices de votre cours et puis vous allez faire l'examen et vous allez être capable de résoudre l'examen. C'est un peu ça qu'on veut dire avec le réseau de neurones. C'est le cerveau qui a appris à faire tous ces liens entre les exercices et les réponses. Donc en fait, on a 300 participantes qui viennent à l'hôpital Auchu à Fleurimont maintenant pour tester cette technologie. Donc ça fait qu'on aurait un modèle entraîné, l'IA est entraînée, maintenant il ne reste plus qu'à le valider. Et donc j'ai accès à toutes ces nouvelles données pour venir tester si ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on va présenter une nouvelle forme de sein que l'intelligence artificielle n'aura jamais vue au code et on va regarder s'il détecte correctement l'arrière du sein.
Et en fait, c'est un peu la même chose que cet étudiant en médecine, par exemple, qui aurait appris à créer un rapport médical, j'ai mal à la tête, donc c'est peut-être une grippe. Là, il devrait, en l'occurrence, s'adapter à un cas réel face à un patient, face à des symptômes. Imaginez que l'intelligence artificielle, c'est juste un médecin qui serait super fort et un professionnel des formes de sein pour toutes les morphologies du monde. Voilà. Donc finalement, le message que je voulais vous passer ce soir, c'est qu'avec une caméra, un soutien-gorge, on peut rendre un diagnostic de cancer du sein dans mon projet. Et en plus de ça, avec l'intelligence artificielle, on peut rendre le tout automatique, accessible et plus précis pour aider également le médecin lors de son diagnostic à lui lorsqu'il n'est pas sûr. Dans le but d'alléger les centres de dépistage, vous vous doutez bien, on pourrait par exemple mettre ça dans une pharmacie ou le faire utiliser par n'importe qui du personnel médical ou même l'avoir en application sur son téléphone par exemple, dans un monde idéal. Voilà. Je voulais vous présenter ça. C'est tellement cool que j'ai fait ma maîtrise, mais je suis restée au doctorat sur ce projet. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci, Colline. Est-ce qu'on avait des questions? Vas-y. Merci pour ta présentation. Je voulais savoir s'il y avait un volume de tumeur minimal pour justement avoir une meilleure détection ou juste une détection de base. Il n'y a pas pour l'instant de tumeur minimale. Ça détecte à un niveau de précision qui est assez remarquable. Pour l'instant, nos résultats qui sont sur 23 femmes, c'est un petit set de données, mais ça marche quand même très très bien. Oui? Oui, bonjour. Est-ce que l'objectif à terme, c'est de remplacer le travail pas le remplacer, mais de passer une étape du travail du médecin, ou c'est de prévenir plus facilement et rapidement les cancers du sein pour qu'éventuellement le médecin puisse faire les tests actuels, mais de mieux diagnostiquer plus rapidement, quoi? Dans un monde idéal, ça pourrait être de remplacer, comme ça tu pourrais choisir si tu veux pas te faire la mammographie parce que ça fait peur. Sinon, ce serait vraiment de venir compléter un diagnostic du médecin qui viendrait soulager ou confirmer. Ouais. OK, parfait. Merci. On aurait le temps pour une dernière question? Oui, vas-y. Oui, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur le soutien-gorge puis la sorte de point de couleur que tu? Est-ce que c'est juste du bruit au hasard ou comment vous décidez? Oui, le soutien-gorge, c'est du tissu. On a acheté ça à Walmart, c'était vraiment le truc de base. Puis on a dessiné des points au hasard. C'est vraiment, il faut que ce soit plein de petits points qui soient comme irréguliers. C'est ça, ça a été fait comme ça. Bon, merci. Super, ben merci, Colline. Merci. Donc, on va prendre une petite pause d'une quinzaine de minutes avant les prochaines présentations. Donc, on va revenir vers 6h10. OK, ça va bien? Ouais. Donc, imaginez-vous un samedi soir de Saint-Valentin, un restaurant plein à craquer. Et puis là, un client indésirable débarque pourtant sans réservation. Comment va-t-il faire pour se trouver une table dans un restaurant qui affiche pourtant déjà complet? C'est ce dont on va parler ensemble ce soir. Donc, dans mon histoire, le client indésirable, c'est la salmonelle, une bactérie qui est bien connue pour causer des infections alimentaires. Les tables du restaurant vont représenter ce qu'on appelle des niches, c'est-à-dire des micro-environnements au sein de l'intestin qui vont regrouper des ressources particulières. Puis, ces ressources-là vont varier d'une niche à une autre. Puis les bactéries qui les occupent, ces niches-là, ce sont les bactéries qui colonisent notre intestin, donc qu'on appelle le microbiote intestinal. Donc, bienvenue dans le restaurant intestinal de Paul. Chez Paul, toutes les bactéries qui composent son microbiote intestinal occupent les niches qui sont présentes dans l'intestin. Ici, c'est vraiment la routine pour le restaurant qu'on soit plein à craquer. Et là, un restaurant, c'est fait pour manger, donc Paul fait entrer des aliments dans sa salle. Des pistaches, de la laitue ou du poulet pas très frais, par exemple. Et c'est à travers ces aliments-là que la salmonelle, notre client indésirable, va réussir à parvenir dans la salle, donc le restaurant de l'intestin. Mais où va-t-elle s'asseoir? Ça affiche déjà pourtant complet.
Donc, cette situation-là représente un rôle super important que joue le microbiote intestinal dans notre santé, qu'on appelle la résistance à la colonisation. Donc, en venant occuper toutes les niches qui sont présentes dans l'intestin, ça vient empêcher les pathogènes, comme la salmonelle, par exemple, de s'installer au site intestinal et de causer l'infection qu'on connaît très bien. Mais là, la salmonelle veut vraiment manger à ce restaurant-là. Elle va donc sortir les gros moyens. Donc, elle a plusieurs stratégies à son éventail pour venir déloger les bactéries du microbiote des niches qu'elle souhaiterait occuper. Ça peut être, par exemple, via la compétition pour des nutriments, donc en venant s'accaparer les nutriments avant qu'ils ne se rendent disponibles finalement aux niches et qu'ils soient utilisés par les bactéries du microbiote. Ça peut encore être via des mécanismes un peu moins subtils, donc qui nécessitent un contact direct bactérie à bactérie, donc via, par exemple, un système de sécrétion de type 6. C'est quoi un système de sécrétion de type 6? Bien, c'est un peu comme une seringue que possède Salmonella qui lui permet d'injecter des effecteurs toxiques dans la bactérie qu'elle souhaiterait déloger. Ou ça peut aussi être en venant augmenter légèrement la température du restaurant, donc en venant provoquer ce qu'on appelle de l'inflammation. Puis, à l'aide de ces stratégies-là, Salmonelle réussit à déloger les bactéries du microbiote et puis là, elle peut s'installer bien confortablement dans une niche au sein du restaurant intestinal. L'état dans lequel elle laisse le restaurant, cependant, c'est vraiment un déséquilibre complet, un état qu'on appelle de dysbiose. Et c'est dans un état de dysbiose qu'on va voir apparaître les symptômes typiques de la salmonellose. Donc, on peut penser à des nausées, des maux de ventre, de la diarrhée. Bref, ça ne va pas très bien pour Paul. Là, normalement, un traitement antibiotique ne sera pas nécessaire pour traiter l'infection, puisque chez un individu à santé, l'infection va se résorber en elle-même à l'intérieur de quelques jours. Cependant, dans l'histoire, Paul, ce n'est pas un individu en santé, il est malheureusement immunodéprimé. Les médecins vont alors avoir recours à un traitement antibiotique pour venir éviter une forme trop grave de l'infection, voire même le décès. Malheureusement, les antibiotiques fonctionnent de moins en moins bien dans ce genre de situation-là. Pourquoi? Eh bien, c'est que la salmonelle devient de plus en plus résistante au traitement qu'on lui donne en clinique. Malheureusement, en parallèle aussi, on découvre de moins en moins de nouveaux antibiotiques efficaces. Donc, comme le mentionnait un petit peu ma collègue Océane tout à l'heure, ça force les scientifiques à redoubler d'efforts à ce niveau-là. Mais comment la communauté scientifique fait pour en découvrir des nouveaux antibiotiques efficaces? Bien, clairement, si notre rythme de découverte diminue d'année en année, c'est que nos méthodes traditionnelles pour les découvrir ne fonctionnent plus vraiment très bien. Et quelles sont ces méthodes traditionnelles-là? Bien, c'est que traditionnellement, ce qu'on faisait, c'est qu'on venait tester les antibiotiques sur un contexte où le pathogène était seul, donc en conditions classiques de laboratoire. Cependant, avec l'histoire du restaurant que je vous ai présenté, on comprend bien que la réalité de l'infection, c'est pas vraiment ça. Donc, la salmonelle ne se retrouvera pas seule dans l'intestin, mais va plutôt se retrouver en proximité avec les autres bactéries du microbiote intestinal et sera donc forcée d'interagir avec elles. Et c'est cette manière-là de réfléchir aux infections que je vais utiliser dans mon projet de doctorat. C'est-à-dire que je vais venir tester des molécules, donc des antibiotiques, par exemple, dans un contexte de communauté plutôt que dans un contexte isolé, afin de déterminer si un antibiotique serait efficace ou non pour traiter la salmonelle. Donc, pour vous illustrer ça un peu, je vous ai mis quelques exemples de situations qui pourraient se présenter à moi dans le laboratoire. Donc, on pourrait, par exemple, avoir une situation où un antibiotique ne fonctionne pas du tout sur salmonelle lorsqu'elle est seule. Donc, même en présence de concentration élevée de cette molécule-là, salmonelle y survit très bien, il n'y a vraiment aucun problème pour elle. Et puis là, surprise, si on met la salmonelle en présence d'une bactérie du microbiote, bien, tout d'un coup, l'antibiotique fonctionne super bien, salmonelle meurt. Une chance qu'on a pensé à tester cette molécule-là en contexte de communauté, puisque si on s'était arrêté à la méthode traditionnelle, on aurait pu écarter cette option-là de traitement qui représente peut-être en fait une option intéressante pour soigner notre pauvre Paul. La situation inverse pourrait aussi être vraie. Donc, on pourrait avoir une situation où une molécule fonctionne super bien pour éliminer la salmonelle lorsqu'elle est seule en laboratoire. Puis lorsqu'on la met en présence d'une bactérie du microbiote, surprise, tout d'un coup, salmonelle tolère super bien cette molécule-là. Cet antibiotique-là ne serait pas alors une option super intéressante pour traiter des situations comme celle de Paul.
Et c'était une situation exactement comme celle-ci que j'ai découvert lors de mon projet de doctorat. Donc, un antibiotique qui est couramment utilisé par les médecins en clinique pour venir traiter la salmonelle fonctionne super bien lorsqu'on vient la tester sur le pathogène en laboratoire lorsqu'il est seul. Cependant, lorsqu'on vient lui ajouter une bactérie du microbiote, donc les lactobacilles, le scénario change complètement. Donc, les lactobacilles, c'est des bactéries qui vont être présentes en quand même grande quantité dans le microbiote intestinal humain et qui vont être reconnues pour jouer des rôles importants dans la santé. Donc, on va la qualifier comme étant de probiotique. Donc, elle peut se retrouver, par exemple, carrément dans les pots de probiotiques qu'on va acheter en pharmacie ou encore dans certains aliments, comme le yogourt, par exemple. Et ce que j'ai trouvé dans mon projet, c'est que les lactobacilles viennent acidifier l'environnement dans lequel Salmonelle se trouve. Et en venant acidifier cet environnement-là, ça fait en sorte que la molécule antibiotique n'est plus capable de pénétrer à l'intérieur de la salmonelle. Donc, moins d'entrée, moins d'effets toxiques. Salmonella est maintenant capable de super bien résister à cette molécule-là, seulement en présence du lactobacille, par exemple. Donc, est-ce que la conclusion à cette observation-là, c'est que de manger du yogourt et du poulet pas très frais, c'est risqué? Bien, pas nécessairement. On ne s'est pas encore rendu là dans les observations. Ce qu'il faut plutôt retenir de ce que je vous ai présenté ce soir, c'est qu'il faut commencer à réfléchir aux infections de la manière suivante. Donc, il faut arrêter de voir un pathogène comme étant seul dans l'intestin, mais plutôt en présence des millions de bactéries qui l'habitent déjà, qu'on appelle le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal va jouer un rôle super important dans la protection contre les infections, donc en venant occuper toutes les niches qui sont présentes dans ce site-là. C'est un concept qui est super important et qui est malheureusement souvent oublié dans notre recherche pour de nouveaux traitements efficaces. Donc, en venant tester nos molécules sur un contexte de communauté plutôt que sur un contexte isolé, on pourra avoir des bonnes ou des mauvaises surprises, mais surtout augmenter nos chances de trouver des traitements qui vont être réellement efficaces pour traiter notre pauvre Paul. Merci, Laurence. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Il n'y a personne qui a de questions. Je veux savoir pourquoi la bactérie elle se retrouve particulièrement dans comme des pistaches, de poulet, la laitue, puis pas d'autres aliments qu'on mange au quotidien. En fait, c'était une liste vraiment non exhaustive des aliments. Je ne veux pas pour vous faire peur, là, mais vraiment, ça peut se retrouver quand même partout. Je vous dirais que souvent, on a tendance à associer beaucoup la salmonelle à des viandes de volaille, là, comme le poulet, par exemple. Mais on serait surpris de voir que ça se retrouve aussi beaucoup sur les fruits et les légumes. Donc, petit message à l'auditoire en passant, c'est vraiment important de laver nos fruits et légumes avant de les manger, là. Fait que ça se retrouve vraiment sur une vaste variété d'aliments, là. OK, fait que c'est pas nécessairement qu'on entend tout le temps le poulet, que c'est juste sur le poulet, ça peut être comme partout. Vraiment pas. Puis, tu sais, j'ai mentionné les pistaches dans ma présentation parce que, justement, en ce moment, on voit vraiment une éclosion super importante là, au Canada en lien avec des produits de la pistache ou dérivés de la pistache. Donc, ça nous montre un peu l'éventail là, d'aliments, finalement, sur lequel la bactérie peut se retrouver. Génial, merci. Merci. Est-ce qu'on avait une autre question? Oui, au micro. Antoine, ça va être à toi après. On entend souvent que le microbiote est unique à chaque personne, mais est-ce que c'est assez universel pour que ce genre de recherche-là soit applicable à une population en général, ou il faut s'attendre à devoir tester le microbiote pour pouvoir ensuite ajuster le traitement à chaque personne individuelle? Oui, c'est une question super intéressante, puis c'est une question qui me revient quand même souvent aussi quand je présente mon projet. Donc, tu soulèves un point quand même important, là, en effet. Il y a quand même des variations assez importantes là, face au microbiote intestinal d'individu en individu. Donc, en effet, la majorité des interactions vont être souches spécifiques, c'est-à-dire comme par exemple celle ici, ce serait spécifique aux lactobacilles. Par contre, les lactobacilles sont hyper prévalentes d'individu en individu. Donc oui, les proportions vont peut-être changer. Donc on pourrait voir des légères modifications dans les phénomènes que j'observe. Mais pour certaines bactéries qui sont quand même retrouvées de manière prévalente dans la population, bien, on pourrait quand même penser que ça aurait des chances de se reproduire assez bien, là. Super, merci. Merci. Donc on avait une dernière question. L'acidification du milieu par les lactobacilles, est-ce que c'est quelque chose qui se passe dans un intestin ou seulement sur milieu culture en laboratoire? Parce que j'ai l'impression qu'un être vivant aurait des méthodes pour réguler un peu l'acidité de son intestin.
Oui, en fait, l'observation que je vous ai parlé aujourd'hui, ça a été faite en laboratoire, fait que vraiment en milieu classique, là, fait qu'on appelle du BHI, fait que c'est un milieu super riche. Fait qu'en effet, ça vient pas mimer super bien les conditions intestinales. Ce serait intéressant d'aller valider ce phénomène-là, par exemple, en souris, pour justement voir est-ce qu'on est capable de récapituler ça chez un être vivant. Puis en effet, est-ce que l'organisme, est-ce qu'il y aurait des mécanismes qui viendraient camoufler finalement ce phénomène-là qu'on observe? Ce serait super intéressant à tester, en effet. Super, donc merci beaucoup, Laurence. Donc, on va maintenant passer à notre 5e présentatrice. Donc, j'inviterai Mégane Lachance, étudiante à la maîtrise en sciences politiques appliquées, qui va venir nous parler du poids des femmes en politique, justement. Pieds nus dans la cuisine, c'est bien ta place. Quelle pute cette grue de bas échelle. Et faites votre job, ça va bien aller. Ce que je viens de vous lire, c'est 3 commentaires qu'on peut retrouver sous des publications des députés féminines de l'Assemblée nationale. La présence des femmes en politique, c'est quelque chose qui dérange, même si on en parle de plus en plus depuis les dernières années. On va y arriver. OK. Oui, donc, la question de la représentation politique des femmes, ça prend tout son sens en 1995 avec le programme d'action de Beijing. Lors de la 4e conférence sur les femmes, on va réunir tous les chefs d'État onusiens pour établir un guide, en fait, en matière de conditions des femmes. On y aborde donc différents aspects de la question, dont tout l'aspect politique. À main levée, cette année, on va se doter d'un pourcentage cible pour avoir des femmes dans nos institutions parlementaires. Qu'est-ce que vous pensez qui est ce pourcentage, encore aujourd'hui? Quelqu'un, essayez-vous. N'importe quoi. Oui, Justin. Pardon? Mauvaise réponse. Droit de réplique. Oui, dans le fond. Non, en fait, c'était 30. Parce que 30 pour une population qui forme 50 de la population, ça semblait logique à l'époque. Ça, aujourd'hui, ça fait beaucoup d'épas, parce que beaucoup pensent que c'est désuet, qu'on devrait l'augmenter, que c'est passé date, en fait. On peut reprocher beaucoup de choses à nos très chers hommes diplomates des années 90. Il y avait quand même un fondement théorique, le fameux 30. C'est ce qu'on appelle la théorie de la masse critique. En sciences sociales, la théorie de la masse critique veut que 30 serait le pourcentage nécessaire pour qu'un groupe minoritaire puisse avoir un poids assez important pour faire pencher la balance décisionnelle. Donc, si vous ne l'avez pas compris, ce soir, c'est funky, là. OK. Ce soir, je vais vous parler des femmes en politique et plus précisément, je vais tenter de répondre à la question, c'est quoi les avantages de les avoir? Qu'est-ce qu'elles changent concrètement? Les réponses, il y en a beaucoup. Avec un temps limité, j'ai dû me limiter à 3 angles seulement. Donc, premièrement, avoir plus de femmes, ça veut dire mettre l'environnement de l'avant. Ensuite, on peut aller chercher d'importants gains économiques autant au niveau national que mondial. Et finalement, il y a des bienfaits pour toute la société. Si mon petit bonhomme apparaît. Yes! Donc, j'ai mentionné, les études en fait démontrent que les femmes élues vont avoir une tendance à mettre de l'avant les politiques environnementales. On pense par exemple à la réglementation quant à l'émission de GES. Tout ça, ça part du simple fait que les femmes ont juste plus l'environnement à cœur. Dans une étude qui a été faite au Canada en 2023, 89% des femmes interrogées disaient qu'elles ressentaient une urgence d'agir face à la crise climatique, alors qu'on est à seulement 81% chez les hommes. Lorsqu'on leur a posé la question, est-ce que le gouvernement devrait en faire plus? Il y a 75% des femmes qui ont répondu que oui, alors que c'est 66% chez leurs homologues masculins. Et finalement, je trouve ça assez intéressant d'observer, mais c'est quand on se penche sur les croyances climato-sceptiques, 30% des hommes adhèrent à ce type de propos, alors qu'on est à 12% chez les femmes. Et on le sait, les personnes élues vont travailler en suivant leurs valeurs individuelles. Donc, les femmes ayant l'environnement au sein de ses propres valeurs, c'est sans surprise que lorsqu'il y a une plus grande présence féminine, les enjeux climatiques ont une tendance à être présents au sein de l'agenda politique. Deuxième point important, c'est tout ce qui tourne autour de l'économie. Donc, on estime qu'à l'échelle mondiale, si là, demain matin, tous les pays du monde se réveillent et se disent « Aujourd'hui, on travaille pour réduire toutes les inégalités entre les genres », mais c'est 12 000 milliards de dollars qu'on pourrait rajouter à l'économie mondiale. Donc, un gain quand même assez important. Et si on se penche au Canada, en 2016, donc on remonte quand même dans le temps, là, on prévoyait que si le gouvernement mettait en place des politiques pour réduire les inégalités économiques entre les genres, on aurait pu aller chercher 150 milliards de valeurs supplémentaires à notre PIB sur 10 ans, donc en 2026.
On n'a pas encore les données, mais on peut en douter que ce n'est pas arrivé parce qu'il y a encore beaucoup d'inégalités. Je vais en revenir dans quelques instants. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gains économiques ne se font pas par le simple fait d'une présence plus nombreuse des femmes. En fait, c'est que les femmes vont avoir une tendance de mettre de l'avant des politiques qui vont favoriser l'accès à la santé ou l'accès au marché de l'emploi, ce qui va par la suite venir stimuler l'économie d'un pays ou d'une région. Je vous ai parlé des inégalités. Si on se penche au Québec, il y en a encore beaucoup. Donc, 55% du personnel qui travaille à temps partiel, c'est des femmes, et 41% des femmes vont gagner en bas de 30 000 par année. Et bien qu'on ait une loi sur l'équité salariale depuis 1996, les femmes continuent à gagner 89 sous pour chaque dollar gagné par les hommes. Et donc, on le voit qu'il y a encore du travail à faire, qu'il y a encore des zones grises à venir combler, et avec une présence féminine, bien, on permet de mettre les politiques qui vont venir par la suite là, réduire ces inégalités. Dernier et troisième point important, bien, c'est les avancées sociales, les bienfaits pour la société. Il y a un consensus au sein de la communauté scientifique, et c'est qu'il n'y a personne pour mieux défendre les intérêts féminins que les femmes. Sans grande surprise, on s'entend. Avec leur bagage de vécu unique, elles apportent une vision de plusieurs enjeux qui peuvent parfois oubliés par les hommes en chambre. Dans des études qui ont été faites sur les États européens, il y a plusieurs choses qui peuvent être observées d'une présence accrue des femmes en politique. Premièrement, on a vu que le taux de divorce était en baisse parce que la charge mentale à la maison était partagée par les deux parents. Le fameux travail invisible ne reposait pas sur les poids d'un seul parent. Ensuite, il y avait moins de dépression et le risque de mort violente était en réduction de 40 %. Donc ça, c'est quand même le fun à vivre dedans. Et finalement, bien, il y avait une meilleure satisfaction de vie chez les personnes adolescentes. Tout ça, on a pu les relier à deux choses. Premièrement, oui, la meilleure égalité entre les genres, mais également au changement qui s'opérait tranquillement dans la manière qu'on fait la politique. En ce moment, l'Assemblée nationale, ça ressemble un peu à ça. Si on veut changer. C'est une espèce de combat de coq où chacun se tape dessus le plus fort. Et on a remarqué que quand il y a plus de femmes de manière plus nombreuse depuis plus longtemps, mais aussi à des postes plus importants, parce que ça, c'en est un problème, mais on passait de ça à ça. Un mur de raison. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire que les hommes n'ont pas de raison. C'est pas ça mon point. Mais on abandonnait le but de vouloir lancer l'insulte la plus forte et on se posait plutôt la question, bien, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour mettre les meilleures politiques pour faire avancer notre société? Et là, il faut garder en tête, oui, les femmes vont mettre de l'avant les enjeux féministes, mais leur vision, ça permet d'aider tout le monde. On en a des exemples au Québec, au Canada, de femmes qui ont permis d'aller faire des grandes avancées, oui, pour les femmes, mais aussi pour tout le monde, comme que je mentionnais. Si on peut penser à la loi sur l'assurance automobile qui permet à tout le monde d'être indemnisé en cas d'accident, bien, c'est une femme qui a mené à terme ce projet-là et ça bénéficie non seulement les femmes, mais les messieurs aussi. Fait que, ça l'aide vraiment tout le monde. Il faut que j'arrête de parler à un moment donné. J'ai débuté ma présentation en vous lisant des commentaires qu'on peut retrouver sur des publications des réseaux sociaux. En ce moment, il n'y a jamais eu autant de femmes sur les bancs de l'Assemblée nationale, et ça, honnêtement, c'est une victoire qu'on doit célébrer. Mais il y a un problème qui reste, et c'est que nos politiciennes travaillent dans un environnement qui est incroyablement hostile à leur égard. Je l'ai présenté dans un temps limité, mais les femmes en politique, ça veut dire mettre l'environnement de l'avant, aller chercher des gains économiques et aller faire avancer la société dans le respect et l'écoute. Ce n'est pas juste une case de DI à cocher par les partis pour atteindre la fameuse zone paritaire. Et là, je vais conclure avec cette phrase. Si vous lisez, si vous entendez des commentaires qui soient sexistes, misogynes ou tout simplement violents, signalez, dénoncez, discutez avec la personne si vous voulez, mais agissez. Parce que c'est en travaillant tous ensemble qu'on va être capable de créer ce climat agréable qui va donner le goût aux femmes de rester en politique et de se lancer. Parce que, comme on l'a vu, ça serait tout à notre avantage d'en avoir plus. Merci. Merci, Mégane. Présentation super intéressante. Est-ce qu'on avait des questions dans la salle? Oui.
Bien, premièrement, je vais mentionner quelque chose à tout le monde. Juste répéter Ah la oui, question donc, pour je tout le monde. m'excuse. Merci. En fait, ce qui a été posé comme question, c'est savoir est-ce qu'avoir des femmes qui sont conservatrices au pouvoir, c'est quelque chose qui est positif quand même là, pour faire avancer la cause des femmes. Ma réponse. Bien, premièrement, il faut savoir, moi, mon projet de mémoire, c'est sur l'empowerment des femmes en Inde. Pas exactement ce que j'ai présenté aujourd'hui, donc j'ai pas la réponse absolue à donner à cette question-là. Fait que ma réponse va être plutôt personnelle. Je pense qu'actuellement, toute représentation est bonne. On veut avoir le plus de femmes en politique, on veut avoir des modèles pour les générations futures, puis c'est ça qui est important. Est-ce que les opinions politiques, je peux être en désaccord, je pense que c'est pas peut-être ça qui devrait être mis de l'avant, mais je pense quand même que ça n'enlève pas qu'on a besoin quand même d'avoir ces femmes-là pour être un modèle pour tout le monde, en fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'était clair comme de l'eau de roche, je pense. Donc, on peut remercier Mégane encore une fois. Donc, on en est maintenant déjà à la dernière présentatrice de la soirée. Donc, la dernière, mais non la moindre. Je vous demanderai d'accueillir Eva Brisson, qui est une étudiante à la maîtrise à la Faculté des sciences de l'activité physique, mais qui est aussi bénévole à Bistrobrain depuis plus d'1 an déjà. Donc, la vulgarisation, là, ça devrait y connaître. Et elle vient nous parler ce soir du cerveau qui s'adapte dans le cas de la sclérose en plaques. Bonsoir tout le monde. J'ai une petite pression maintenant sur les épaules, là. Donc effectivement, ce soir, je vais vous parler de la sclérose en plaques et de son effet sur le cerveau. Ce projet a été réalisé en collaboration avec l'Association de la sclérose en plaques de l'Estrie et mon laboratoire, donc le Neurocontrol Lab. À main levée, j'aimerais d'abord savoir qui a déjà entendu parler de la sclérose en plaques. Ah oui, quand même. Oh, bon, ça va. Pour le peu de personnes qui n'ont pas levé la main, je vais expliquer un petit peu après ce que c'est cette maladie. Mais d'abord, j'aimerais vous présenter Oscar. Bon, Oscar, à première vue, il n'a pas l'air d'avoir de problème particulier, mais effectivement, il a bien la sclérose en plaques. Il fait donc partie de ces personnes qui, toutes les 5 minutes dans le monde, reçoivent un diagnostic. Puis si on va regarder les chiffres d'un peu plus près, c'est 1 personne sur 400 au Canada qui vit avec la sclérose en plaques. Donc là, c'est quand même des chiffres qui nous montrent à quel point il est essentiel de développer la recherche dans ce domaine pour qu'on puisse mieux comprendre les répercussions de la sclérose en plaques. Bon alors, comment notre Oscar, il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas trop ? Il avait du mal à saisir sa tasse de café. Il était aussi très souvent fatigué et puis il chutait aussi souvent. Donc quand sa neurologue lui a dit qu'il était atteint de la sclérose en plaques, il a enfin pu mettre des mots sur ce qu'il ressentait au quotidien. En fait, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui touche son système nerveux central, donc son cerveau et sa moelle épinière. Puis là, il s'est demandé si je pouvais voir à travers mon système nerveux, qu'est-ce que j'y verrais ? Eh bien, en fait, il y verrait un réseau électrique constitué de neurones qui... du coup, j'ai oublié constitué de neurones. C'est pas mal déjà. Ouais, j'arrive. Bah mince alors. Qui permettent de coordonner les informations envoyées par le reste du corps et reçues par le reste du corps, pardon. Et pour que tout ça fonctionne de manière harmonieuse, eh bien, on a une gaine isolante qui entoure les fibres nerveuses, la myéline. Mais effectivement, avec la sclérose en plaques, cette myéline, elle est détruite. Et donc, la communication entre le cerveau et le reste du corps, eh bien, elle est chaotique, voire même impossible. Donc là, Oscar, il commence à comprendre pourquoi bouger, c'est devenu si compliqué pour lui. Il s'est donc tourné vers la réadaptation pour rester acteur de sa vie. Et là, il a découvert quelque chose d'incroyable. Son cerveau est capable de se modifier, donc de s'adapter. En fait, on dit que le cerveau, il est plastique. Oscar, il a découvert que nos neurones forment des circuits qui ne sont pas figés, c'est-à-dire qu'ils peuvent se modifier, se renforcer ou se recréer. Grâce à ça, on peut apprendre, mais on peut aussi récupérer après une lésion du cerveau, comme la sclérose en plaques. Alors, imaginez une ville alimentée par un réseau électrique. Quand tout fonctionne, l'électricité circule sans problème. Mais si un câble principal tombe en panne, c'est une partie de la ville qui se retrouve dans le noir. Mais en fait, le cerveau, il ne va pas attendre que quelqu'un vienne le réparer. Il va rediriger ses circuits et rediriger la lumière pour que la lumière revienne partout.
Donc au début, les chemins ils sont un petit peu bricolés. Mais petit à petit, l'électricité retrouve un itinéraire efficace. Et en fait, c'est ça la plasticité. C'est la capacité de notre cerveau à réorganiser ses circuits pour pouvoir fonctionner de manière optimale. Donc grâce à la réadaptation, plus Oscar s'entraîne, plus il apprend et plus ses chemins deviennent solides et fiables. Mais dans la vie quotidienne, on a un type d'apprentissage essentiel, c'est l'adaptation sensorimotrice implicite. Bon, je vous l'accorde, on dirait un peu un mot de passe impossible à taper là, mais je vais vous expliquer ça. Ça y est. Donc en fait, le rôle de notre cerveau ne se limite pas uniquement à générer des commandes motrices pour produire des mouvements. Il est aussi capable de les ajuster automatiquement. Non, trop rapide. Donc automatiquement, c'est-à-dire sans qu'on en ait conscience. Et ça arrive lorsque notre environnement ou notre corps change. Cette capacité d'ajustement, elle est vraiment essentielle puisqu'elle nous permet de maintenir des mouvements stables lorsqu'on est perturbé. Là, c'est le moment. Mais ça passe pas. Par exemple, marcher sur une surface glacée, pratiquer une activité sportive sous des conditions venteuses ou la croissance rapide de nos os nécessite une adaptation pour qu'on puisse conserver en fait une précision et une stabilité au niveau de nos mouvements. En fait, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau, il va utiliser d'autres circuits et il va s'adapter à ces changements pour vous permettre de continuer à atteindre votre objectif. Donc, historiquement, l'un des premiers outils utilisés pour étudier cette adaptation, ce sont les prismes, qui vont nous permettre de décaler le champ visuel. Donc là, on est d'accord, on a quand même la classe avec ces lunettes. Bonjour Gaëlle. Donc effectivement, Gaëlle est venue à mon laboratoire pour tester une petite expérimentation que je vais vous montrer. Donc ce que je vais vous demander, c'est d'être attentif surtout à cet endroit-là. Donc Gaëlle devait réaliser... Non. Oui, je veux bien que tu lances la vidéo. Donc devait réaliser ce mouvement-là. Ensuite, elle mettait les prismes et elle refaisait exactement la même chose. Puis elle refait la même chose sans les prismes. J'aime bien ça, ça veut dire que vous avez vu, c'est parfait. Parfait. Là, tu peux passer après. Merci. Est-ce qu'une personne peut me dire ce qu'elle a vu? Oui, vas-y. Ouais, c'était croche. À quel moment? C'est tout? Ouais, quand elle les a enlevés aussi. C'est pas grave, j'ai eu la réponse. C'est exactement ça. Donc en fait, je vous rappelle, Gaëlle devait réaliser juste ce mouvement-là, donc c'est quand même un mouvement très simple, elle devait juste aller toucher le doigt de sa partenaire. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Quand elle a mis les lunettes, effectivement, elle était décalée vers la gauche. Puis à force de répétition, elle a réussi à atteindre le doigt de sa partenaire. Puis quand elle a enlevé les lunettes, cette fois-ci, elle était décalée vers la droite. En fait, elle était décalée dans la direction opposée à la perturbation. Ça, c'est donc ce décalage transitoire, c'est une trace de l'adaptation sensorimotrice. Ça montre que son cerveau, il avait modifié ses commandes motrices et que cet ajustement était toujours présent au début des mouvements. Puis à force, elle a réussi à atteindre le doigt de sa partenaire. Bon, comme on est des scientifiques ici ce soir, on veut vraiment comprendre comment ça fonctionne, cette histoire. C'est très simple. Pour réaliser un mouvement, votre cerveau, il envoie des commandes motrices à vos muscles. Mais en même temps, il va en prédire les conséquences sensorielles. Une fois que le mouvement est terminé, les informations, donc les réelles conséquences sensorielles de votre mouvement, vont être comparées avec ce que le cerveau avait prédit. Et là, il va détecter une erreur de mouvement, qu'il va utiliser pour pouvoir ajuster les prochaines commandes motrices au mouvement suivant. Tout ça, ça se passe au niveau de votre cervelet, donc la partie que vous avez à l'arrière de votre cerveau. Cette expérimentation, elle nous permet de vraiment étudier la capacité plastique du cervelet à réorganiser ses circuits pour que vous puissiez maintenir, du coup, nos patients, pour savoir s'ils sont capables de maintenir des mouvements précis et stables. Et donc ça, c'est vraiment essentiel parce que ça nous permet de garantir un contrôle moteur fiable. Pour les patients, pouvoir compter sur leur corps, c'est vraiment une condition indispensable à leur qualité de vie. Donc,
On sait que la sclérose en plaques perturbe le mouvement. On avait donc une question simple, est-ce qu'elle détruit, est-ce qu'elle perturbe aussi la capacité d'adaptation sensorimotrice implicite? Pour cela, on a accueilli Oscar, qui, je vous le rappelle, a la sclérose en plaques, et Pierrette, une participante non malade. Grâce à une belle grosse machine robotisée, on a pu recréer en fait cette expérimentation, l'expérimentation de Gaël, puis on a vu comment ils se sont ajustés. Alors effectivement, Oscar présentait des troubles moteurs, donc il réagissait plus lentement, il bougeait plus lentement. Il avait aussi ces mouvements qui étaient très différents les uns des autres par rapport à Pierrette. Donc en fait, il était plus variable dans ses mouvements. Mais quand on regarde la précision, donc c'est-à-dire à quel point il a été capable de toucher la cible, en fait, on remarque qu'il est aussi précis que Pierrette. Malgré ses petits déficits moteurs, en fait, il a aussi été capable de s'adapter autant que Pierrette. Donc, c'est-à-dire qu'il a été capable d'ajuster ses commandes motrices après que la perturbation ait lieu. Bon, concrètement, à quoi ça nous sert de savoir ça? Puis, on fait quoi de ces résultats-là? Je vous rappelle, mon objectif, c'était de savoir si la sclérose en plaques détruisait, altérait la capacité d'adaptation sensorimotrice implicite. Bon, là, avec mes observations, on comprend bien que chez ces patients, cette capacité, elle est conservée. Donc ça nous dit que leur cerveau, après une perturbation, il est capable d'utiliser un autre chemin pour pouvoir continuer à s'adapter et atteindre son objectif. Ces résultats, ils sont aussi encourageants parce que ça veut dire que pour les stratégies de réadaptation peuvent toujours tirer parti de cet apprentissage moteur basé sur l'erreur de mouvement. Oui, c'est ça, basé sur l'erreur de mouvement malgré une présence de déficit moteur. Bon alors, j'en ai bien conscience, mon projet, c'est qu'une étape parmi tant d'autres, mais c'est vraiment une étape qui compte, parce que chaque progrès, chaque donnée nous permet d'un peu plus percer le mystère de la sclérose en plaques afin de mieux agir. Puis surtout, derrière nos protocoles, c'est des personnes qui veulent continuer à vivre pleinement, et c'est pour elles qu'on fait avancer la recherche. Merci beaucoup. Merci, Eva. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Oui? Là-bas? Non? Pas de questions? Si. Ah oui, vas-y. Allô? Avant de répéter la question, je vais juste te poser une question. Tu veux dire par rapport à mon échantillon ou en général? Ok. Donc la question c'était... Je me souviens déjà plus, je suis désolée. Donc la question était si l'échantillon clinique est plus porté sur les femmes ou les hommes. Alors c'est une très bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la base, je voulais surtout avoir des patients déjà, parce que sinon c'est un peu compliqué. Puis en fait, finalement, ce qu'on a remarqué, c'est que sans vraiment choisir, j'ai quand même des critères d'inclusion et d'exclusion, mais sans vraiment choisir, j'ai plus de femmes que d'hommes. Ça représente bien la population, puisqu'on est à peu près à 3 femmes pour un homme qui est diagnostiqué. Effectivement, il y a une plus grande prévalence pour les femmes. Donc, sans faire exprès, ça représente quand même pas mal la population atteinte. Donc, effectivement, il y a quand même une petite... c'est plus pour les femmes, mais c'est quand même... j'ai essayé de faire à peu près moitié-moitié, comme on essaie de faire toujours, mais voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui? Donc là, la question qu'on me pose, c'est, on voit que mes patients ou mes contrôles sont capables de s'adapter au temps, mais est-ce que c'est la même chose sur le long terme? Parce que là, c'est court terme, effectivement. C'est une très bonne question. En fait, comment on fait court terme, long terme, c'est un petit peu une notion compliquée. Moi, effectivement, je regarde ça sur une perturbation. Il y a d'autres papiers qui se sont intéressés à vraiment... En fait, là, c'est... T'es pas perturbé, tu as une perturbation de temps en temps, juste comme ça, et ensuite, tu n'es plus perturbé.
Il y a une autre façon de faire, c'est qu'on a comme 3 phases. Une première phase où c'est un mouvement normal, exactement le même mouvement qu'a pu faire Gaël. Puis sur une deuxième phase, ils sont tout le temps perturbés. Donc là, on voit à quel point ils sont capables, en faisant le même mouvement, de réussir à atteindre la cible. Et ensuite, une troisième partie où là, ils refont normalement, sans la perturbation, le même mouvement aussi. Là, ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils sont capables de s'adapter aussi. Mais c'est une différence, il y a une différence entre les deux, puis il y a aussi une grosse différence au niveau des critères d'exclusion, d'inclusion, de ce que moi je vais chercher. C'est pour ça que j'ai précisé implicite. C'est parce que vraiment, moi, ce qui m'intéressait de voir, c'est s'ils n'avaient pas conscience de mettre en place cet ajustement, est-ce que c'est toujours présent? Parce qu'on sait qu'en fait, les patients ont aussi beaucoup plus de problèmes cognitifs à force avec l'avancée de la maladie. Donc moi, je voulais vraiment voir si, implicitement, donc même s'ils ont des troubles cognitifs plus importants, ils étaient capables de s'adapter. Donc oui, il y a des patients qui sont capables de s'adapter un peu plus sur le long terme. Par contre, si toi, tu entends long terme vraiment, par exemple, le lendemain, il y aurait apparemment un problème de consolidation, ce qui n'est pas étonnant tant que ça non plus. Voilà. Super, ben merci Eva. Donc, c'est maintenant ce qui mettait fin finalement à notre belle soirée. Donc, merci à tous et à toutes d'être venus. Vous pouvez vous applaudir quand même, là. Donc, on est quand même 176 personnes ce soir. Donc, merci à vous d'être venus. Je voudrais quand même prendre le temps de remercier quelques personnes sans qui ces événements n'auraient pas lieu. Donc, d'abord, je voudrais remercier nos 6 présentatrices, donc Océane, Sophie, Colline, Laurence, Mégane et Eva. Donc, merci à vous, vous êtes prêtés au jeu. Je voudrais prendre le temps aussi de remercier les bénévoles de Bistro Brain sans qui les événements n'auraient pas lieu. Donc, ce soir, on avait Sophie et Béatrice à l'accueil, Maëlle à la captation et Loïc à la technique. Merci, Alexis. Donc, je voudrais remercier aussi le BOC qui nous accueille comme à chaque événement. Donc, ce soir, on avait Tony et Benjamin au service et on avait... Attendez, je vais sortir mes notes, j'ai oublié, je suis vraiment désolée. J'ai trop de personnes à remercier, là, ça marche plus. Il y avait Vincent en cuisine et Bastien qui était boss boy ce soir. Donc, merci à vous de nous avoir reçus. Je voudrais remercier aussi nos commanditaires. Donc, ce soir, on avait le Rexus, la First, le Saros et le Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke. Donc, merci à eux. Là, vous inquiétez pas, j'ai presque fini. Il me reste juste à remercier nos collaborateurs de la soirée. Donc, le collectif Féminiscience, Génie au féminin et l'Association féministe de politique appliquée. Donc, merci à vous d'avoir collaboré avec nous.